Quelles sont les tendances de fond? Certaines tendances de fond ont commencé à se dessiner en France avant même la crise sanitaire. Dans les sphères sociales et sociétales, elles se sont incontestablement cristallisées dans une large mesure en un mouvement qui a secoué notre pays. La fracture sociale est, entre autres, à l'origine de la fracture numérique, des inégalités en matière de logement, de la précarité énergétique. Tous ces éléments ont malheureusement été confirmés et amplifiés pendant la crise sanitaire. Comment rester connecté dans une situation de confinement telle que nous l'avons vécue, lorsqu'il n'y a pas ou peu d'équipements adéquats? Comment vivre avec une famille nombreuse dans un espace réduit lorsque l'une des règles d'hygiène de base est de garder ses distances? Comment rester confiné dans sa maison si l'on ne dispose pas d'un espace confortable? La crise sanitaire a révélé ces fractures et bien d'autres encore. Elle a accéléré ces tendances, mais ne semble pas en avoir fait émerger de nouvelles. Le télétravail, oui, mais... Après avoir été contraint de travailler à domicile à plein temps pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 mois, les employés ne se sont plus sentis aussi enthousiastes qu'au début. Il ne serait plus que 12% à vouloir choisir cette solution et les cadres déjà familiers du système préfèrent alterner avec le présentiel. Avant la crise du Covid-19, le taux de télétravail régulier mesuré par la DARES, ou Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, était d'environ 11% chez les cadres. Sur l'ensemble des salariés, 3% pratiquaient le télétravail au moins un jour par semaine. Personne ne conteste que le télétravail a fait ses preuves durant la crise sanitaire, mais, comme l'a dit un ancien chef d'entreprise, les gens ne peuvent plus accepter la vidéoconférence. L'information est mieux communiquée lorsqu'elle est délivrée en direct sans le filtre d'un écran. Il existe en effet des facteurs de risque psychologique dans les conditions d'exercice du travail à distance, conduisant à une dégradation de la motivation professionnelle et finalement à une réelle détresse. Lorsqu'ils sortent de l'isolement, la plupart des employés ont une forte envie de retourner au bureau. Toutefois, ils craignent en même temps que leurs espaces de travail d'avant la crise ne puissent pas répondre aux mesures d'hygiène requises en raison de la densité des collègues présents et de l'application des mesures barrières. C'était en tout cas l'état psychologique de 58% des employés lorsqu'ils ont commencé à travailler dans un bureau flexible ou une configuration de coworking. Quelques semaines après le début du déconfinement, la plupart d'entre eux ont montré une préférence pour les espaces de travail avec des postes de travail attitrés comme les open space ou les bureaux individuels. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quels sont les enjeux de l'engagement des managers? On ne nous a rien dit. Ce changement est venu d'en haut et nous n'avons pas eu notre mot à dire. Je ne comprends pas l'intérêt de ce projet. Voilà des propos que l'on entend souvent de la bouche des managers ou des employés dans les conversations ou, de manière plus affirmée, dans les réunions. Le changement est un phénomène quotidien dans les entreprises d'aujourd'hui, que ce soit la modification des processus, l'introduction de nouveaux outils informatiques, la délocalisation ou le réaménagement des lieux de travail. Le changement et la capacité des entreprises à se transformer constituent désormais un défi majeur si elles veulent rester compétitives et attractives. Cependant, des recherches menées par McKinsey montrent que plus de 70% des changements n'atteignent pas leur objectif et que les délais et les budgets prévus sont souvent dépassés. Alors, quelles sont les raisons de ces échecs? Comment ces projets qui représentent dans certains cas un investissement aussi important pour l'entreprise peuvent-ils être inefficaces? Les études ont montré que les obstacles ne sont pas techniques ou matériels, mais qu'ils proviennent d'une négligence de la dimension humaine. L'accent mis par l'entreprise sur le soutien de l'équipe est crucial pour la réussite des projets. Sans cela, il existe un risque de décalage entre la rapidité des projets et la capacité des personnes à se les approprier. Un manque de compréhension, voire un manque de soutien de la part des managers et du personnel, qui a été explicitement mentionné par l'INSEE
et par la cellule d'expertise GOLAC. L'accompagnement des équipes n'est donc pas une option lorsqu'il s'agit de la santé des salariés. C'est même une obligation légale pour les employeurs. Ça a été le cas de l'arrêt FNAC du 13 décembre 2012. Il faudra certainement plus de temps pour envisager la mise en place d'un accompagnement des équipes dès le départ, mais cela ne vaut-il pas la peine si cela fait du projet un succès effectif et réel? Dans les projets de transformation, la ligne de management n'est souvent pas impliquée dans le processus ou l'est trop tard. Or, la capacité de cette dernière à travailler avec l'équipe pour soutenir le projet de changement est l'une des pierres angulaires de la réussite d'un projet.